Les cardiomyopathies hypertrophiques, en effet, sont les cardiomyopathies les plus fréquentes, comme disait tout à l'heure Philippe Charon. Et en effet, c'est une famille, les cardiomyopathies hypertrophiques. Les plus fréquentes sont les cardiomyopathies hypertrophiques qu'on dit sarcomériques, où en effet, dans 50 à 60% des cas, on va mettre en évidence une mutation, un variant pathogène, comme on dit, sur un des gènes du sarcomère, les protéines qui codent pour le muscle cardiaque. Les plus fréquentes sur MYBPC3, MYH7, mais d'autres mutations existent. Et vous voyez que dans 25 à 30% des cas, on n'identifie pas de mutation, on n'a pas la cause. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas génétique, c'est juste qu'on n'a pas identifié le variant responsable. Et dans 10 à 20% des cas, on a d'autres causes plus rares, le plus souvent génétiques, comme par exemple la maladie de Fabry, qui a un traitement spécifique, les amyloses à transthyrétine et d'autres maladies rares. La forme la plus fréquente, la cardiomyopathie hypertrophique dite sarcomérique, représente est assez fréquente, c'est pas si rare que ça, puisque ça touche une personne sur 500 dans la population générale, qu'on peut être porteur sans le savoir, même si on n'a pas de symptômes, on peut avoir cette maladie. C'est une transmission autosomique dominante qui va toucher donc une personne sur deux à chaque naissance, et qui va conduire à un épaississement anormal, souvent localisé à une paroi, notamment la paroi septale des deux ventricules, la cloison qui les sépare, qui va dépasser 15 mm. Comment la détecter? Eh bien, ça commence par un interrogatoire, un examen clinique complet, un électrocardiogramme qui peut annoncer des signes précurseurs, mais parfois l'électrocardiogramme peut être normal. C'est souvent l'imagerie complémentaire non invasive, l'échographie et l'IRM qui vont apporter les précisions et faire le diagnostic. Donc l'électrocardiogramme n'est pas suffisant, il faut aller jusqu'à l'échographie pour rechercher cette cardiomyopathie hypertrophique. Et vous avez ici un cœur normal avec des parois qui sont inférieures à 10 mm, qui bat normalement. Et ici, vous avez une myocardiopathie hypertrophique avec un épaississement anormal qui dépasse les 20 mm, qui va toucher parfois d'autres parois que la cloison septale. C'est plus ou moins étendu d'une personne à l'autre et qui va occasionner des symptômes. Et quand on a ces anomalies, c'est important de rentrer dans une prise en charge cardiologique spécifique. L'IRM cardiaque est très complémentaire, elle va apporter des informations également pour essayer de préciser l'étiologie, notamment en faisant des analyses après injection de gadolinium. On peut repérer les zones de fibrose, et selon la localisation des zones de fibrose que vous voyez en blanc dans la paroi du muscle cardiaque, on peut évoquer différentes pathologies, donc c'est important souvent de le faire au moins une fois dans l'histoire de la maladie. Les complications les plus fréquentes quand on est symptomatique, parce qu'on peut dans 30 à 50% des cas ne pas ressentir du tout de symptômes, on peut être amené à avoir un essoufflement, notamment à l'effort, des douleurs thoraciques, des oppressions, ou encore des malaises qui peuvent aller jusqu'à la perte de connaissance et qui peuvent être liés à une obstruction intraventriculaire, une gêne à l'éjection du sang, à la sortie du cœur dans l'aorte, du fait de cet épaississement qui va gêner et qui peut produire des symptômes importants. Les autres complications sont surtout les arythmies qui peuvent être atriales. Dans 20% des cas, 20% des patients vont être touchés par de la fibrillation atriale avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Donc, dès qu'on a ce type d'anomalie, il est important d'avoir un traitement anticoagulant pour éviter de se retrouver paralysé. Et c'est important de le détecter par des Holter ECG au moins tous les ans, puisqu'on peut ne pas ressentir cette arythmie et éventuellement développer un accident vasculaire brutalement. Les tachycardies moins fréquentes, mais les plus graves, sont les tachycardies ventriculaires qui vont toucher en moyenne 1% des patients. Mais il est important d'évaluer chaque personne individuellement, parce que des patients sont plus à risque. Et quand le risque dépasse les 4%, voire les 6%, on va indiquer la nécessité de mettre un défibrillateur pour prévenir la mort subite dont parlait tout à l'heure Frédéric. Donc ça, c'est une illustration de défibrillateur qui peut être implanté soit par voie intraveineuse, soit par voie externe, selon les possibilités techniques. Alors, vivre avec une cardiomyopathie hypertrophique, ça peut être simple quand il n'y a pas de symptômes, quand il n'y a pas besoin de traitement. C'est un suivi cardiologique régulier. Par contre, il y a quand même des restrictions aux activités physiques. Il y a une contre-indication au sport de compétition, sauf le golf et la pétanque.
Tous les autres sports sont contre-indiqués en compétition. Il faut éviter tout ce qui est accélération et décélération brutale. Donc dès que vous débutez un effort, il ne faut pas courir d'un seul coup après le bus. Il ne faut pas se mettre à courir d'un coup. Il faut y aller progressivement, s'échauffer et puis s'arrêter progressivement aussi. Bon, il faut éviter tous les sports où, en cas de malaise, on peut se retrouver en grande difficulté, comme la plongée ou les sports en hauteur. Et tout ce qui est effort intense ou activité à sensation, comme les fêtes foraines par exemple. Au niveau professionnel, des restrictions aussi, il faut éviter de porter des charges lourdes, d'être en altitude ou d'avoir des activités trop intenses. Il est possible de voyager, donc on peut avoir une vie sociale. L'altitude, il faut se méfier à partir de 3000 mètres. Vous pouvez être gêné par le manque d'oxygène plus facilement qu'une personne qui n'a pas de myocardiopathie. Il est important, bien sûr, d'emmener bien ces traitements et ne pas les mettre en soude parce que vous savez que vous pouvez ne pas les retrouver à l'arrivée. C'est un petit détail, mais qui peut compter beaucoup. Pour ce qui est de la grossesse, elle est souvent possible, mais il faut l'encadrer, il faut la prévoir. On évalue les patients de manière globale au préalable et puis on fait un suivi très particulier avec un suivi multidisciplinaire qui inclut l'anesthésiste et l'obstétricien. Le dépistage génétique et l'enquête familiale sont des points très très importants puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ça touche une personne sur deux à chaque naissance et que ça peut entraîner des morts subites si ce n'est pas détecté. Ce dépistage se fait à partir de 10-12 ans, comme pour la dysplasie du ventricule droit. On peut réaliser l'échographie et l'électrocardiogramme au préalable, mais il faut que l'enfant soit quand même mature et ça se fait dans des consultations particulières, en présence du psychologue, du généticien bien sûr, et on le fait en plusieurs étapes pour être sûr que l'enfant est prêt à recevoir l'information qui va revenir 2-3 mois plus tard. Le suivi cardiologique doit vraiment être régulier, au minimum annuel. Et les messages importants, c'est que donc, le diagnostic doit être fait pour éviter des complications, même si on est sportif, voire surtout si on est sportif, parce qu'on n'est pas protégé du tout. Il faut transmettre cette information dans la famille, c'est les patients qui sont porteurs d'informations. Après, on n'est pas responsable de ce que les gens décident de faire ou pas, mais le plus important, c'est de vraiment bien informer et motiver par rapport aux complications qu'il faut prévenir, comme je viens d'en parler. Une fois que tout ça est fait, on peut quand même avoir une vie normale ou correcte en respectant certaines règles et en étant suivi régulièrement. Ce qui est important, c'est de bien s'informer, apprendre à gérer sa maladie au quotidien. Ça peut être fait au cours de programmes d'éducation thérapeutique à base d'ateliers, de documents, également de support psychologique si besoin. Et on est en train de mettre en place, et on a commencé à débuter des ateliers d'éducation thérapeutique sur les myocardiopathies pour expliquer qu'est-ce que c'est la myocardiopathie, les conséquences sur nous, les traitements possibles. Sur l'hôpital, ça va concerner les myocardiopathies hypertrophiques, mais aussi les myocardiopathies dilatées, les non-compactions du ventricule gauche, qui sont des maladies plus rares, la maladie de Fabry également, et les amyloses cardiaques à transthyrétine. On éduque aussi sur quoi faire en cas de symptômes, comment réagir, que faire... Quid des tests génétiques et du dépistage, vivre avec une myocardiopathie, adapter ses activités physiques et aussi être parent en ayant une myocardiopathie. Donc vous avez ici un numéro et une adresse mail que vous pouvez contacter si vous êtes intéressé pour participer. On essaye de les regrouper sur des demi-journées pour faciliter vos venues. Et puis on va également, grâce au support de la filière cardiogène, développer des vidéos informatives et éducatives qui pourront être mises en ligne sur le site de la filière et qui pourront être comme ça accessible plus facilement pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de venir participer aux ateliers et puis à ceux aussi qui participent aux ateliers. Ça sera très utile et je pense que ça permettra de mieux échanger et de mieux se comprendre également. Je vous remercie de votre attention.